L'interview reçoit ce soir le président du parti présidentiel, le président du PNDS Tareya, M. Bazoum Mohamed. Et je vous promets, comme à chaque fois, ça sera un très très grand moment de télévision. Donc, Monsieur le Président, bonsoir. Comment un gouvernement, comment un régime qui institue une journée nationale de la liberté de la presse et dont le président a signé la déclaration de la montagne de la table, comment est-ce qu'un tel régime, un tel pouvoir se plaît-il à embastiller les journalistes? Ah oui, parce que vous considérez que nous embastillons des journalistes? Monsieur le Président, les événements du 16, 17 et 18 janvier et les événements d'hier prouvent à suffisance les souffrances des journalistes. La Bastille, c'est une prison. On le voit également en prison. Non, depuis que nous sommes là, aucun journaliste n'est jamais allé en prison. Qu'il y ait eu des incidents pendant des manifestations, des incidents, oui, ça s'appelle incidents pendant des manifestations qui sont programmées à l'avance. Et vous savez, l'Oman a fait tout à ciel ouvert, toutes leurs réunions. Mais nous, on n'a rien à voir, les journalistes n'ont rien à voir avec l'Oman. Toutes ces manifestations-là sont des manifestations téléphonées. Nous sommes au courant de leur préparation et, curieusement, quelques télévisions sont également au courant et sont mises à contribution. Je pense que ce n'est pas des événements particulièrement beaux que de filmer une casse préparée comme ça. Les journalistes, ça devait pouvoir être des gens qui viendraient, après les casses, faire l'état des lieux, montrer que ce qui a été fait est hideux, parce que ceux qui agissent en manifestant violemment, comme ça a été le cas les 16 et 17 janvier et hier, le font au nom de la liberté qu'ils ont de manifester. Mais nous sommes dans un contexte de démocratie où ça ne veut pas dire que parce qu'on peut se prévaloir du droit à la manifestation, on le fasse au détriment de la liberté des autres. Oui, Monsieur le Président, est-ce que vous accuserez ces médias-là d'être de connivence avec l'Oumana, par exemple? Je trouve pour le moins suspect que ce soit toujours les mêmes médias qui, par ailleurs, à longueur de leurs journaux, parlent de la situation de tension telle qu'ils se l'imaginent, qui est totalement en décalage avec la réalité, que ce soit ces mêmes seuls médias qui soient au rendez-vous des manifestations violentes, des acteurs qui sont bien connus et qui ne prennent pas beaucoup de précautions pour voiler ce qu'ils font. Oui, mais est-ce que c'est mal de vouloir faire bien son travail? C'est ce que font ces médias-là. Non. Dire tout ce qui se passe dans un pays, Monsieur le Président, c'est le rôle de la presse. Je suis entièrement d'accord, mais écoutez, la liberté de la presse, c'est déjà de pouvoir critiquer. C'est ce que vous faites à longueur de journée. Et moi, j'ai du plaisir à être avec un des responsables d'une télévision qui est très critique à notre égard. Si je n'éprouve pas de la sympathie pour cette personne et pour cette télévision, je n'aurais pas accepté, à chaque fois que j'ai envie de parler, de les solliciter. Donc moi, ça ne me dit rien que vous soyez dans un ancrage qui est plutôt critique vis-à-vis du régime, que votre posture quasi institutionnelle soit celle-là, je la respecte. Et je trouve que c'est un facteur de richesse que l'expression de cette liberté et le témoignage que moi je fais du bienfait précisément de cette situation le prouve éloquemment que nous ne sommes pas contre le principe de la critique de notre pouvoir, mais que des vandales se mettent à piller et que des télévisions prennent le risque de venir les filmer, elles s'exposent aussi aux accidents de leur métier. Vous savez, les policiers, ils ont pour vocation de réprimer ceux qui font du vandalisme. Et lorsque vous êtes sur leur chemin et qu'ils s'en prennent à vous, je pense que c'est le risque du métier comme ça. Malgré nos habits qui montrent bien que c'est la presse et nos appareils. Ah oui, malgré vos appareils, c'est le risque du métier, à mon avis, parce que vous n'êtes pas de... Regardez un peu combien de journalistes meurent sur les théâtres de guerre. C'est le risque du métier là également. Mais je trouve pour le moins suspect, et convenez-en avec moi, que ce soit toujours les mêmes chaînes de télévision qui annoncent que des choses violentes vont se passer, qui se les imaginent. On peut croire à certains égards, mais je sais qu'elles sont au courant de ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas besoin de faire de grandes recherches pour savoir que pensent les gens de l'Oumana et qu'est-ce qu'ils se proposent de faire.
que ce soit ces mêmes télévisions qui soient sur la route de la police à chaque fois qu'elle a envie d'agir et qu'elle rapporte les images du travail que font les policiers. Si vous faites un travail que vous considérez noble, les policiers aussi font un travail tout aussi noble. Et je ne suis pas convaincu que votre travail à vous est plus utile que celui de la police pour la société. Bien au contraire. On ne l'a jamais dit, mais on demande à ce que chacun fasse son travail. Oui, mais quand vous filmez le travail que font les policiers en vertu de ce que la loi a prévu qu'ils aient à faire pour le bien de la société, pour sa sécurité et pour sa stabilité, et que vous le fassiez pour les critiquer en les dénigrant, en considérant qu'il s'agit des gens qui exercent une pression barbare contre des manifestations pacifiques, je pense que vous n'êtes pas tout à fait leurs amis et je comprendrais que des gens jeunes comme ça, qui n'ont pas envie qu'on montre des images du travail qu'ils font et qui est absolument nécessaire, s'en prennent aussi à vous. Et j'appelle ça le risque du métier. Sauf que nous, on ne les a jamais critiqués. On fait notre travail. Maintenant, le maintien de la paix, Monsieur le Président répond, c'est du professionnalisme également. Oui, non, mais j'ai dit une fois encore, dites-moi pourquoi ce sont toujours les mêmes chaînes de télévision, celles qui font état de la situation de tension qui prévaut au Niger. Les 16, 17 et 18 janvier, ce ne sont pas les mêmes télévisions, ce sont toutes les télévisions présentes à Niamey. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes une fois de plus. Mais enfin, je mets ça sur le compte du risque du métier des journalistes. Je crois qu'ils doivent prendre ça comme ça. Monsieur le Président, je dois quand même ajouter que votre parti, le PNDS Tareya, est celui qui a le plus bénéficié du travail de la presse depuis l'installation de la démocratie. Nous, on a pris beaucoup de risques à couvrir vos événements quand vous étiez à l'opposition. Mais on ne nous a jamais bastonné. Non, vous n'avez jamais fait ce qui est en train d'être fait et nous n'avons jamais été violents. Nous n'avons jamais organisé de marche violente. Jamais. Jamais. Et nous n'avons jamais demandé à un journaliste de venir filmer la violence de nos marches. Très bien. Clairement, Monsieur le Président, donc, vous refusez complètement ce qui s'est passé. Vous refusez de reconnaître que les journalistes sont en train d'être, comment on appelle ça, maltraités dans leur travail? Non, je suis désolé, je regrette. Je pense que il y a des chaînes de télévision au Niger qui sont dans une relation qui n'est pas particulièrement orthodoxe avec certains acteurs politiques qui ont décidé de faire la promotion de la violence en décrédibilisant le travail que font certaines institutions, et notamment la police, et qui prennent quelques risques à cet égard et qui en font les frais. Je rappelle que franchement, il n'a jamais été question de décrédibiliser le travail de la police. Jamais. En montrant ces images de vandales réprimés, vous pensez dénigrer un régime. C'est des vandales, ces élèves-là. Pourquoi ne seraient-ils pas des vandales? Ils ont une organisation légalement reconnue qui s'appelle l'USN et qui est régie par les mêmes lois que toutes les associations qui, lorsqu'elles doivent entreprendre une manifestation, elles doivent être pacifiques, elles doivent en faire une demande, elles doivent recevoir une autorisation, elles doivent indiquer le parcours de la marche et tout doit se passer normalement. Rien ne serait arrivé. Mais quand de vandales, sous prétexte qu'à 2 semaines de la rentrée, ils n'ont pas encore assez de professeurs ou qu'on n'a pas encore fini tout à fait de construire les classes, ils sortent pour casser. Ce n'est pas des élèves. Et on a arrêté 15 personnes au moins qui ne sont pas des élèves, dont des anciens militaires. Ce qui prouve à suffisance que ces choses-là sont préparées, ainsi que nous le savons. Vous accusez le Lumana notamment, c'est ça? Absolument. Vous avez les preuves? Nous en avons les preuves et nous les apporterons et vous le verrez. Et on n'en a pas fini de toute façon. Ils sont en train de dérouler un programme. Ils iront encore plus loin que ça. Et ils nous trouveront sur leur chemin. Ils trouveront la police sur leur chemin. Concernant toujours, Monsieur le Président, les libertés publiques, pourquoi le président Maman Ousmane et les siens ne peuvent-ils pas se réunir à leur siège? Il semble qu'ils se réunissent au siège de CDS Rahma, qui n'est plus leur parti. Et le parti en question a entrepris des démarches pour d'interdire à M. Ousmane d'utiliser de façon indue désormais le label de leur parti, tout simplement. Je pense que je n'ai pas le droit de m'appeler Moumouni et de considérer que c'est moi Moumouni et d'aller poser au nom de Moumouni des gestes qui ne peuvent pas l'engager. Si je devais me comporter comme ça, vous me dénonceriez. Mais est-ce que c'est la justice qui a autorisé le déploiement de la police la dernière fois? Non, la justice, ce n'est pas elle qui autorise le déploiement de la police, ce n'est pas son travail. Il y a un ministère de la sécurité publique.
dont la vocation est précisément d'établir l'ordre dans la société et de le maintenir. Oui, mais entre des acteurs politiques, est-ce que le ministère de l'Intérieur doit intervenir? Ce n'est plus, non, désormais, ils n'ont plus rien en commun. Ils se sont totalement départagés. Il y a un parti qui s'appelle CDS Rahma, qui est dirigé par M. Abdoulabo, et il y a Mohamed Ousmane, qui, s'il veut continuer à faire la politique, doit renoncer, depuis une décision de la Cour de cassation, à s'appeler CDS Rahma et faire un autre parti et faire comme tout le monde a fait jusqu'à présent. Sauf qu'il a fait appel. Non, il a utilisé tous ses recours. Il est allé même à la Cour de justice de la CEDEAO. Il n'a pas eu gain de cause. C'est terminé, ça. Il ne peut pas, je vous dis, parce que c'était la Cour de cassation déjà en dernière instance qui avait dit que son congrès n'était pas régulier. Il fallait qu'il le refasse. Je peux vous assurer qu'à l'époque, s'il avait repris son congrès, adressé de convocation, qu'il aurait transmis à des huissiers pour faire venir les autres, il ne serait pas venu à son congrès. Il l'aurait tenu en une seule heure et tout serait terminé depuis lors. Monsieur le Président, il y a une absence totale aujourd'hui de dialogue politique entre vous et l'opposition. Et il semble que c'est vous qui refusez de dialoguer avec les opposants. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas refusé de dialoguer. Je ne pense pas que nous soyons dans une situation de... Si on a tenu une dernière fois une réunion du CNDP. Oui, on se quittait parce qu'on ne s'est pas compris, mais sur des détails, ce n'est pas sur des choses essentielles. Oui. Oui, mais depuis, le chef de file de l'opposition a demandé une convocation du CNDP. Si c'est sur le même ordre du jour, ça ne vaut pas la peine parce qu'on va se retrouver dans la même situation. Je ne suis pas très au fait de ce qui se passe à cet égard, mais je pense que ça ne servirait à rien que nous nous retrouvions sur un ordre du jour sur lequel nous ne nous entendons pas. Enfin, la question que je vous pose, c'est quel intérêt vous avez, vous, pouvoir entretenir un certain climat de tension, on va dire? Non, nous disons que tout se passe bien. Par contre, lorsque vous écoutez les déclarations de l'opposition, vous vous croirez dans un autre pays. Elle a plutôt aujourd'hui envie de développer une stratégie qui prouverait que nous sommes dans une situation de tension. Et lorsqu'elle demande la convocation du CNDP pour qu'on parle de la CENI et qu'on usurpe les attributions de la CENI, elle contrevient à la loi et nous ne pouvons pas jouer son jeu. Et donc, il lui faut toujours demander des choses qui sont impossibles pour qu'il y ait l'impression de cette tension et que cela corrobore ce qu'elle dit par ailleurs. À défaut de prouver la tension par les faits concrets, sauf ceux d'hier matin, qu'ils vont regretter de toute façon, il leur faut inventer la tension et c'est un peu à travers cette démarche vis-à-vis du CNDP qu'elle entend entretenir la tension. Mais c'est totalement artificiel et ça ne leur rapporte rien. Monsieur le Président, il se raconte que vous avez tellement duré à l'opposition que même étant aujourd'hui au pouvoir, il vous plaît de jouer à l'opposition ou à l'opposant. Qui ça, vous? Non, c'est un constat qui est fait. Qui ça, le PNDES ou moi? Oui, le PNDES, non, pas vous, le PNDES. Je ne comprends pas. Il semble, je répète la question. Oui, non, mais non, je ne comprends pas cette question. Vous ne jouez pas à l'opposant? Je n'en sais rien, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En faisant quoi? Oui, il faut me dire. En refusant, par exemple, de dialoguer avec l'opposition, Monsieur le Président. Non. Quand vous dites que c'est le même ordre du jour, mais on peut quand même revenir, parce que c'est des élections en 2016. Le Premier ministre, qui est un homme qu'on peut accuser de tout, sauf de ne pas être flexible, sauf d'être sectaire, leur a dit, voilà l'ordre du jour, voilà le point que je propose. C'est échange sur le déroulement du processus électoral. Donc, il ne doit pas être consensuel? Oui, il doit être consensuel, mais l'opposition tient à ce que ce sont libellés à elle seulement qui prévalent. Et le Premier ministre a dit non, je ne peux pas faire ça parce que je m'ingérerai dans les affaires de la CENI et en cela, j'outrepasserai mes prérogatives parce que j'empiéterai sur les plates-bandes de la CENI. Par contre, nous avons le loisir de faire le point du processus de l'organisation des élections. Et à cette occasion, il vous sera loisible, vous, de porter toutes les critiques que vous voulez sur ce processus, dans toutes ces séquences, à tous les niveaux, et nous pouvons avoir un échange qui peut nous faire avancer les uns et les autres. Monsieur le Président, ces dernières semaines, votre parti et même votre coalition ont été traversés par des crises que vous avez tout de suite gérées de façon énergique. Pourquoi ces décisions un peu extrêmes? Lesquels? Ce qui concerne par exemple le ministre Cissé. Non, le ministre Cissé. Et votre ancien militant? Vous savez, un gouvernement a besoin d'un minimum de discipline.
Nous pensons que il y a eu des choses qui se sont passées qui indiquent très clairement que la discipline du gouvernement n'est pas respectée. Ça, c'est un seuil qui n'a jamais été franchi. Il y a des actes qui ont été posés de nature grave qui ne sont plus compatibles avec la cohabitation dans un même gouvernement. Et le président de la République, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, a pris sa décision de se séparer de monsieur le ministre d'État Cissé. Et votre militant alors? Là également, nous sommes un parti régi par des règles. Nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur. Un groupe de camarades a fait une réunion qui n'a pas intéressé tous ceux qui auraient pu y être conviés et ont décidé également d'organiser une manifestation publique contre le parti. Nous leur avons dit que ça, c'est une transgression de nos règles, il faut arrêter ça. Ils sont passés outre à nos injonctions et en cela se sont exposés évidemment aux mesures prévues à cet égard que nous n'avons fait qu'appliquer mécaniquement. Concernant le président de l'UDR Tabat, la présidentielle de 2016 n'a rien à voir avec cette décision. Non, pas du tout, je peux vous le dire, Moumouni, parce que nous nous sommes entendus là-dessus avec le président de l'UDR Tabat 2 mois avant qu'il ne quitte le gouvernement. Comme vous pouvez l'imaginer, à cette veille d'élection, nous avons entrepris des démarches auprès de tous les partis de notre coalition pour leur demander comment nous allons envisager l'avenir. Et nous, PNDS, nous leur avons dit que notre vœu serait que nous continuions dans le cadre de la MRN. Et dans nos discussions, nous avons 2 options possibles. Soit que ces partis-là soutiennent directement le président Issoufou au premier tour de l'élection présidentielle, soit qu'ils le soutiennent au 2e tour, le cas échéant. Et avec les uns et les autres, nous avons arrêté, de façon peut-être pas tout à fait encore définitive, un certain nombre de choses. Avec l'UDR Tabat, nous sommes convenus que le président Cissé se présente au premier tour. Il m'a dit, parce que c'est moi son partenaire en la matière, que et ses anciens camarades et ses nouveaux camarades pensent qu'ils doivent jauger leur propre force et c'est une bonne occasion qu'ils se présentent au premier tour de l'élection présidentielle. Donc il n'y a jamais été question que vous leur exigez de ne pas... Non, nous ne saurions le faire, ça n'a pas de sens. À partir du moment où nous sommes ensemble, de toute façon, je lui ai dit, vous savez, ça même un avantage que vous vous présentiez parce que vous capteriez des voix qui pourraient échapper à l'UDR et au président Issoufou si on devait orienter toutes les voix de l'UDR Tabat de le premier tour au profit du président Issoufou. Mais ces voix, une fois captées au premier tour, il est plus facile de les investir au profit du candidat Issoufou au 2e tour, le cas échéant. Et nous nous sommes entendus là-dessus 2 mois avant les incidents qui ont conduit au départ du ministre Cissé du gouvernement. Alors, est-ce qu'il est toujours membre de la MRN, c'est ça? Il est toujours membre de l'AMRN, il s'en réclame, et donc, par conséquent... Et vous le considérez toujours comme membre? Absolument, oui, tant qu'il n'a pas fait une déclaration pour dire qu'il a quitté l'AMRN. Monsieur le Président, comment faire élire le président Issoufou? On semble être dans une logique de 1 contre tous, non? Ah, vous croyez vraiment? C'est la configuration. Enfin, quand je dis 1 contre tous, je parle des principaux leaders et lui à côté. On va dire qu'il y a 4 principaux leaders présidentiels au Niger. Non, mais pourquoi on serait à 1 contre tous? Bien au contraire, moi j'ai l'impression que à l'opposition, l'opposition s'est rétrécie comme une peau de chagrin, bien au contraire. Oui, mais il y a quand même 4 principaux leaders, enfin 3 principaux leaders qui vont faire face au président Issoufou. 3 principaux leaders. Et c'était le contexte de l'année 2011. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, c'est que en 2011, M. Seyni Omar était à la tête du MNSD, uni avec... qui avait eu 26 députés. Aujourd'hui, il est à la tête d'un MNSD et qui n'en aurait plus que 13. Sauf que l'on dit que les chiffres des élections de 2011 ne sont pas assez représentatifs de ce qui peut se passer en 2011. Voilà. C'est exactement ce que je pense, moi aussi. Parce qu'entre-temps, nous avons gouverné pendant 5 ans, nous avons un bilan, les choses ont fondamentalement changé. Ces partis sont tous en proie à des crises qui les ont fragilisés, qui ont abîmé
leur unité, qui les ont déstructurés, qui les ont affaiblis, et ils ne sont plus les uns comme les autres que l'ombre d'eux-mêmes. Parlons de Célidès justement, donc parlons du cas du président Hamamadou. Le régime a-t-il peur le Hama? Je vous ai déjà posé cette question, oui. Je vous la repose encore aujourd'hui. Non. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite agitation à Niamey, vous dites que c'est Hama. À chaque fois qu'il y a un petit truc, c'est Hama. À chaque fois, c'est Hama. Mais pourquoi nous ne disons pas que c'est Seyni qui est le candidat qui a rassemblé le plus de suffrages autour de son nom à l'occasion de la dernière élection, qui est le chef de file de l'opposition? Peut-être que pour aller dans le sens de votre raisonnement, c'est cet amendement en 2016, c'est Hama peut-être qui empêcherait. Non. Et lui, il est plus dynamique dans ses propos, il a plus de journaux, il est un peu oisif et donc il parle beaucoup. C'est lui qui a aussi des moyens qu'il investit dans sa communication et qui a tendance à dire que c'est lui désormais le chef de file de l'opposition. Vous voyez, en cela, il est même pas tout à fait loyal avec Seyni Omar, mais les faits n'ont rien à voir avec ce que lui, il est en train de dire, tout simplement. Nous considérons que M. Hamamadou est à la tête d'un parti qui s'est totalement affaibli, un parti qui aurait pu se développer, n'était ses calculs et ses fausses manœuvres. Pendant les 2 années et demie qu'il était au pouvoir, j'ai pu vous le dire, il a commencé à s'étendre, à croître, à prendre de la consistance. Mais depuis que lui, il a fait ce qu'il a fait, qui est quand même quelque chose de tout à fait désastreux pour la réputation d'un homme, doublement d'abord de trafiquer des enfants, ensuite de fuir. Mais franchement, est-ce que vous y croyez, cette affaire de trafic d'enfants en France? Quoi? Non, mais je vais vous dire, vous croyez que moi, j'accepterais une seule seconde qu'on dise que mes enfants ne sont pas les enfants de ma femme et que je n'administrerai pas les preuves que c'est bien les enfants de ma femme pour que l'opprobre cesse et que cette campagne s'arrête? Vous croyez que M. Hamamadou éprouve du plaisir à ce qu'on parle de lui sur les thèmes du trafic des enfants? Pour prouver que ces enfants ne sont pas des enfants trafiqués, il suffit que sa femme se présente aujourd'hui seulement devant un médecin pour se livrer au test ADN qui va administrer la preuve que ce sont ses enfants et que tout cela s'arrête. L'UEP, elle a dit qu'elle met à la disposition de M. Hama. L'UEP, c'est l'Union internationale des parlementaires, a dit qu'elle met à la disposition de M. Hamamadou un expert pour conduire ce travail justement du test ADN. Et il n'y a aucun homme qui aurait accepté l'insulte que ses enfants ne sont pas seulement ses enfants à lui, ça peut arriver, mais ne sont pas tout simplement les enfants de sa femme. Accepter d'aller en prison, accepter de vivre l'exil, alors qu'on a la possibilité de faire passer un test qui prend 1 seule minute pour que tout cela cesse. Non, je crois que ça fait 1 année et demie, et moi maintenant, je suis absolument convaincu, c'est ce qui n'était pas le cas au départ, quand la rumeur avait circulé que la femme de Hama est allée se ravitailler en jumeaux au Nigeria, que toutes les autres femmes par la suite l'ont fait, je n'y croyais pas, franchement. Mais après, nous sommes au courant, quand notre police judiciaire s'est rendue au Nigeria et qu'elle a établi toutes les preuves. Sauf que vous ne les avez jamais présenté, ces preuves-là, on les attend toujours. Non, attends, si, c'est à la justice, c'est eux qui ont refusé jusqu'à présent le jugement. Je vais vous dire, j'étais ministre de la Justice par intérim. Le directeur de la police judiciaire est venu me voir pour me dire qu'il y a des femmes qui ont des rendez-vous. Je lui ai dit de leur dire de ne pas aller, de leur expliquer que 2 d'entre elles vont aller à Oré récupérer des jumeaux et l'autre va aller récupérer un seul garçon. Quand ils leur ont dit de ne pas aller, les 2 qui devaient récupérer des jumeaux n'ont jamais accouché. Celle qui devait récupérer un seul garçon, qui est passée outre au conseil qu'ils lui ont donné, elle est allée amener son garçon et aujourd'hui elle a des problèmes avec la justice. Alors je dis que ceux qui sont accusés d'avoir acheté des enfants, la meilleure façon de se défendre, ce n'est pas de faire du bruit, c'est de passer le test. Et ils y auraient mis fin à cette campagne-là depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, M. Hamamadou serait revenu au Niger, rester le député qu'il est toujours, et d'envisager les élections en s'étant débarrassé de cette infamie qui consiste à le soupçonner d'avoir trafiqué des enfants.
Je pense que lorsque on se propose de diriger un État, on doit justifier d'une moralité qui ne puisse pas souffrir des soupçons de ce genre-là, et les traîner surtout, et ne pas pouvoir s'en libérer alors qu'on en a les moyens, garantis par une institution parlementaire internationale. Monsieur le Président, est-ce qu'il y aura des élections présidentielles avec Issoufou, Hama, Seni et Maman Ousmane? Ça, je n'en sais rien. Il leur sera tous loisible de se présenter et ce n'est pas le PNDS, encore moins moi, qui pourrions dire s'ils seront candidats ou pas et s'ils prendront part aux élections par conséquent ou pas. Parlons de Hamamadou. Est-ce que la bonne foi du régime n'est pas celui qu'il puisse en toute liberté se présenter et affronter le président Issoufou en 2016? De toute façon, après, la justice pourra suivre son cours. Mais pourquoi vous ne ferez pas les choses plus facilement? Moi, ce que je lui conseillerais, c'est que cet expert de l'UIP soit mis à contribution pour que sa femme aille en France, à notre insu, à nous, qu'elle fasse le test, qu'on prouve que ce sont ses enfants, et qu'ils viennent libérer de cette infamie, une fois encore, et qu'il soit regaillardi par le fait qu'il aura administré la preuve que tout cela était une campagne qui visait à l'infamie, lui. D'accord, mais voilà, mais est-ce que vous accepteriez quand même? Je n'accepterai pas qu'un citoyen, qui qu'il soit, fût-ce Hama, puisse ne pas se soumettre aux exigences de ce que la loi a prévu. Ce n'est pas un citoyen différent des autres. Il a un dossier, on a porté contre lui une accusation très grave de s'être rendu complice de trafic d'enfants achetés à de pauvres filles du Nigeria à 5 millions l'unité. Et ça, c'est très grave. Il doit pouvoir franchement se battre et ce n'est pas particulièrement compliqué pour sortir de cette situation-là. Est-ce que la répression de la manifestation d'hier, c'est pour dire à tous ceux qui veulent aller accueillir Hama que voilà ce qui peut vous arriver? Oui, parce que vous concevez que des gens puissent sortir dans la ville de Niamey et casser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, brûler des voitures. Non, bien sûr que non, mais aller pacifiquement accueillir leur président. Non, mais nous parlons de la manifestation. Tout dépend de comment les choses vont se présenter. Donc, mais pourquoi vous voulez que Hama vienne dans des conditions de tension quand il lui est loisible de se laver de tout soupçon? Vous pensez qu'il ne viendrait pas? Non, mais supposons qu'il veuille venir. Même à sa place, j'ai fait les choses de façon... Il n'y a pas de problème, il peut venir. Moi, je parie qu'il ne viendra pas. Je l'ai dit, je le connais, je sais qu'il ne viendra pas. Mais supposons qu'il veuille... Oui, je l'ai dit, oui, je l'ai déjà soutenu. Il ne viendra pas. Mais s'il doit venir, pourquoi il est parti? Mais pourquoi serait-il parti s'il devait pouvoir revenir? Mais je vous dis, moi, mais ce n'est pas important ce que moi je pense. Je peux avoir tort, après tout. Mais moi, je lui ferai un autre conseil. Et c'est ça que je demande à ses partisans de lui demander. Que c'est plutôt sa femme qui aille faire le test et qu'il revienne avec l'attestation qu'eux, ils sont lavés de soupçons d'avoir trafiqué des enfants. Mais si c'est un Hama sur qui pèse le doute persistant qu'il a vraiment trafiqué des enfants, à quoi il est bon? Mais vous ne le conseillez pas de venir dans ce cas-ci? Ça me fait de la peine pour Hama, tout cela, je vous assure. J'aurais souhaité qu'il ne soit pas dans cette affaire, mais puisqu'il y est, et puisqu'il dit que lui n'a jamais trafiqué des enfants, je lui conseillerais, et je le crois. Je le crois, moi je le crois, je crois qu'il a raison. Je lui demande seulement de le prouver en ce moment. Mais je veux que ce soit un Hama sur lequel ne pèse pas ce type de soupçon sordide quand même, d'avoir trafiqué des enfants qui viennent et qui entretiennent une situation de tension pour son pays. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que commettre une faute aussi grave, qui est un crime tout simplement, et assumer cela, et persister à vouloir créer des troubles pour son pays, exposer ses militants dans des situations qui peuvent être particulièrement dangereuses pour eux, vous trouvez que ça c'est responsable? Vous trouvez que ça c'est bien? Moi, si j'ai pu commettre une faute de cette lourdeur, de cette importance, de cette nature, de cette envergure, j'en tirerai les conséquences. Je n'exposerai personne. Je n'exposerai pas mon pays à une situation de tension, comme c'est le cas. Regardez combien de personnes ont souffert de ce que peut-être que Hama a trafiqué des enfants. Lorsque vous commettez un acte personnel, c'est pour son bien qu'il a fait, que sa femme a pris ces enfants-là. Lorsque c'est pour vous, c'est pour votre confort, pour votre plaisir d'avoir des enfants, que vous allez acheter des enfants
et que ça devient un problème pour d'autres personnes, vous devez éviter d'entretenir une telle situation. Moi, mon éthique aurait recommandé que j'arrête tout, franchement. Alors, est-ce que cela ne vous pose pas de problème qu'il n'y ait pas de plaignant au Nigeria, par exemple, sur cette affaire d'enfants? Je m'en fous de savoir qu'il y ait des plaignants ou pas au Nigeria. Ce que je sais, c'est qu'il y a des Nigériens qui ont importé des enfants et qu'il y a une procédure judiciaire à leur encontre. Et cette procédure judiciaire va aller jusqu'au bout. Ils perdent leur temps. Est-ce qu'il est possible qu'Ahmed soit candidat en 2016? Mais ça, je n'en sais rien une fois encore. Moi, j'aurais souhaité que ce soit un Hama débarrassé du soupçon de trafic d'enfants qui se présente avec une attestation d'un laboratoire suisse, allemand, français ou d'où qu'il veuille, de toute façon, qui vienne au Niger triomphalement. Moi aussi, j'irai l'accueillir et lui dire bravo Hama, c'est ça que je veux que tu fasses dès le départ. Monsieur le Président, parlant présent de gouvernance, est-ce que la sécurité à nos frontières n'est plus une priorité? En témoigne le dernier collectif budgétaire. Comment ça? Le ministère de la Défense a été imputé de certaines allocations. Ben ça, si c'est le cas, ça veut dire que nous n'avons pas assez de ressources pour en mettre dans la défense. Oui, mais c'est la même chose. Tout ça, c'est la sécurité. Ça dépend de l'ennemi, comment on l'identifie. Boko Haram est en train de faire des ravages à Difa. Boko Haram, c'est une affaire de la police, c'est une affaire de la garde nationale, c'est une affaire de tout le monde. Et l'armée, elle a été assez équipée, vous n'en savez rien. Ça, c'est de toute façon, on est toujours dans la cohérence de l'action gouvernementale qui a pu faire des choses à un moment donné et qui se propose d'en faire d'autres à un autre moment donné, au nom du même objectif et en vue du même objectif, tout simplement. Donc le collectif ne prouve rien? Le collectif prouve que certaines choses sont acquises dans certains compartiments de notre défense et de notre sécurité et que d'autres choses doivent être acquises dans d'autres compartiments. Cela fait plus de mois, Monsieur le Président, que le Hajj est terminé avec ces événements tragiques de Mina. Pourquoi jusqu'à présent au Niger, on n'a pas un bilan clair avec la liste nominative claire de tous nos compatriotes qui sont décédés là-bas? Nous ne pouvons pas l'avoir parce que les choses se sont passées en Arabie Saoudite et ce sont les autorités de l'Arabie Saoudite qui s'occupent de faire ça, qui sont en train de faire un travail remarquable, qui sont en train d'avancer. Le ministre de l'Intérieur était à Jeddah et il ne tarit pas de louanges pour le travail qui est en train d'être fait par les autorités d'Arabie Saoudite qui au départ ont été déstabilisées par un événement qui était très dur, mais qui se sont ressaisis et qui sont en train de faire un travail remarquable. Et vous êtes en train de voir que les noms sont envoyés. Et le ministre pense qu'à terme, un jour, prochainement, certainement, tous les noms seront su et ce sera grâce au travail. Un jour quand? Un jour dans un an? Je n'en ai aucune idée vraiment. Ça regarde les autorités de l'Arabie Saoudite. Moi, comme autorité du Niger, je continue à faire mes pressions sur les Saoudiens pour que très vite tous les Nigériens qui sont disparus, on puisse les identifier. Alors finalement, on va parler maintenant de votre parti, le PNDS. Est-ce que vous avez solidement les rênes de votre parti? C'est-à-dire? Est-ce que le PNDS ne répond qu'à M. Bazoum Mohamed? Les structures? Nous ne sommes pas un parti qui a l'habitude de tension, de rivalité. Ça, c'est des questions qui ne nous ont jamais effleuré l'esprit. Aujourd'hui encore, elles ne m'effleurent pas l'esprit, cette question de savoir si moi j'en ai les rênes. Je suis le président du parti, le camarade Dalkassoum Indatou se charge de sa gestion au quotidien et les choses se passent totalement bien. Alors, Monsieur le Président, l'opposition veut mettre le président en accusation pour haute trahison à l'Assemblée nationale. Ça va discuter bientôt? Non, ils se sont rendus compte qu'ils n'en ont pas la capacité, qu'ils n'en ont pas la possibilité. Et ils y ont renoncé, ils ont transformé ça en une interpellation pour le samedi prochain, j'imagine. Comment ça, ils n'ont pas la possibilité? C'est-à-dire que dans notre constitution, ils n'ont pas trouvé la modalité à travers laquelle cela peut être fait. Mais si la lacune n'existait pas, ça vous gênerait une telle initiative de l'opposition? Non, ça ne nous gênerait pas. Moi, je pense que c'est une opposition qui est aux abois, qui pense que plus elle est grossière, plus elle est efficace. Moi, je constate que plus elle fait preuve de grossièreté, plus elle se discrédite. Et que cette affaire de l'argent qui a transité par l'aéroport de Niamey, ils ont pensé que c'est une autre affaire Charlie.
tout comme il s'était totalement fourvoyé sur Charlie, le président Issoufou Charlie, jusqu'à présent, ils le disent. Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Je n'ai jamais entendu un seul Nigérien répéter ce que l'opposition a dit, tout comme cette affaire Charlie-là a été un échec pour eux. Cette affaire de 9 milliards, ils ont pensé que c'est enfin l'affaire par laquelle ils couleront le régime. Ils se sont rendus compte que ça ne leur a pas rapporté grand-chose. J'ai comme l'impression qu'ils ont renoncé à tout à cet égard. Le président Issoufou au premier tour ou au deuxième tour? Je vais me battre, moi, pour que ce soit au premier tour, et j'espère que Dieu sera d'accord avec moi. En tout cas, c'est envisageable qu'un seul parti remporte les élections présidentielles dès le premier tour. Depuis quand c'est envisageable? Mais ce sera dans les urnes. Ce n'est pas une question qu'on va envisager. Ce ne sera pas parce qu'on l'aura envisagé que ça va se faire. Ça va se faire si c'est possible, et les Nigériens l'observeront dans les urnes. Si ce n'est pas possible, on ne l'observera pas, tout simplement. Donc il n'y a pas d'objectif premier tour absolument? Ah, si nous, notre parti, notre coalition, évidemment, nous pensons que nous devons pouvoir légitimement avoir pour ambition de faire passer le président Issoufou au premier tour. Ambition seulement? Nous devons avoir cette ambition, oui, et nous allons y travailler. Monsieur le Président, nous sommes à la fin de cette interview. C'était avec toujours un grand plaisir que je vous rencontre. Rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Merci.